Alors que j'étais enceinte de jumeaux et déjà en proie aux douleurs des contractions, ma sœur m'a faussement accusée d'avoir volé 100 000 $ du compte de retraite de mon père, et ce, devant toute la famille. Malheureusement, mes propres parents l'ont cru sans même me demander ma version des faits. Ma mère m'a traitée de voleuse et m'a giflé violemment à plusieurs reprises. J'ai essayé de m'expliquer. Je n'avais rien pris, mais personne ne voulait m'écouter. Puis, ma cruelle sœur m'a traîné par les cheveux sur le sol et m'a jeté hors de la maison, sur les marches en béton. Je saignais et pleurais en tenant mon ventre de femme enceinte. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ce que mon père a fait ensuite a été encore plus choquant. Je n'aurais jamais cru que ma propre famille me détruirait. En repensant à la personne que j'étais avant cette horrible soirée d'octobre, je la reconnais à peine. La confiance que j'avais en ceux qui m'avaient élevée est morte sur ces marches en béton, devant la maison de mon enfance, en même temps que presque tout le reste. Ma grossesse gémellaire avait été difficile dès le début. À 8 mois, je ressentais déjà des contractions de Braxton Hicks qui semblaient parfois si réelles qu'elles me plongeaient dans la panique. Mon médecin m'avait mise en garde contre le stress et m'avait dit de lever le pied, mais la vie ne coopère pas toujours avec les conseils médicaux. J'avais 32 ans, je travaillais comme analyste financière pour une société d'investissement de taille moyenne à Baltimore et j'essayais de me préparer à l'arrivée de 2 bébés pendant que mon mari voyageait constamment pour son travail de consultant. Cette journée-là avait commencé comme n'importe quelle autre journée difficile de mon 3e trimestre. Les contractions allaient et venaient depuis le matin, assez vives pour me faire grimacer, mais pas assez régulières pour justifier une visite à l'hôpital. J'avais appelé le cabinet de mon gynécologue et l'infirmière m'avait dit de les surveiller et de venir si elles s'intensifiaient ou devenaient régulières. L'après-midi, j'étais épuisée et mal à l'aise, comptant les heures avant de pouvoir rentrer m'effondrer sur mon canapé. Puis mon téléphone a sonné. C'était Brenda, ma sœur, et sa voix avait cette intonation particulière qui annonçait toujours des ennuis. Réunion de famille chez maman et papa. 18h. Sois là. Elle a raccroché avant que je puisse poser des questions. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Brenda n'utilisait ce ton que lorsqu'elle orchestrait quelque chose, et les réunions de famille n'étaient jamais convoquées sauf en cas de crise. Mais j'étais trop fatiguée et j'avais trop mal pour interpréter correctement les signes avant-coureurs. Je voulais juste en finir avec quoi que ce soit pour pouvoir rentrer chez moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue a duré 40 minutes dans les embouteillages. Chaque bosse sur la route envoyait des secousses à travers mon ventre gonflé. Les jumeaux étaient actifs ce soir-là, appuyant simultanément sur mes côtes et ma vessie d'une manière qui rendait la respiration et la position assise tout aussi inconfortables. Au moment où je me suis garée dans l'allée familière, je transpirais malgré la fraîcheur d'octobre et je serrais le volant pour surmonter une autre contraction. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti que quelque chose clochait. Mon père, Gérald, était assis dans son fauteuil, les bras croisés, le visage de marbre. Ma mère, Diane, se tenait près de la cheminée, et son expression m'a noué l'estomac. Brenda était là avec son mari, Case, et leurs 3 enfants étaient manifestement absents, probablement chez la mère de Case. Ma tante Ruth, la sœur de papa, était assise sur le canapé, l'air visiblement mal à l'aise. « Assieds-toi », a dit papa, sa voix plate et froide d'une manière que je ne lui avais jamais entendu m'adresser. Je me suis assise avec précaution dans le fauteuil, une main soutenant le bas de mon dos. Une autre contraction montait, et j'ai essayé de respirer discrètement pour la gérer. Que se passe-t-il ? Quelqu'un est malade ? Brenda s'est levée, tenant un dossier comme si c'était la pièce à conviction dans un procès pour meurtre. Nous devons parler de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait ? La confusion m'a envahi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne joue pas l'innocente, a lancé Brenda. Elle a ouvert le dossier et en a sorti des relevés bancaires. 100 000 $ ont été retirés du compte de retraite de papa au cours des 6 derniers mois. De petits virements soigneusement espacés pour éviter une détection immédiate. L'argent est allé sur un compte qui remonte jusqu'à toi. La pièce a semblé vaciller. Quoi ? C'est insensé. Je n'ai jamais touché au compte de retraite de papa. Je ne saurais même pas comment y accéder. Les preuves disent le contraire, a poursuivi Brenda,
la voix s'élevant. J'aide maman et papa avec leurs finances depuis l'opération de la hanche de papa. Et j'ai remarqué les anomalies il y a 3 semaines. J'ai engagé un expert comptable judiciaire pour tracer les transactions. L'argent est passé par 2 comptes intermédiaires avant d'atterrir sur un compte d'investissement enregistré à ton numéro de sécurité sociale. Ma bouche est devenue sèche. C'est impossible. Quelqu'un a dû voler mon identité ou me piéger. Je jure que je n'ai pas pris d'argent. Menteuse. La voix de ma mère a claqué dans la pièce comme un coup de fouet. Elle s'est avancée vers moi, le visage tordu par la rage et la trahison. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père après tout ce que nous avons fait pour toi? Maman, s'il te plaît. Je te dis la vérité. Je n'ai rien pris. Ma voix s'est brisée alors que les larmes commençaient à couler sur mon visage. Les contractions devenaient plus fortes, mais la douleur émotionnelle submergeait la douleur physique. Nous t'avons fait confiance, a dit papa, et la déception dans sa voix m'a blessé plus profondément que n'importe quel couteau. Quand tu avais besoin d'argent pour l'université, nous te l'avons donné. Quand tu as voulu commencer ta carrière dans une autre ville, nous t'avons soutenu. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En volant ma retraite? Je n'ai rien volé. Je sanglotais maintenant, luttant pour respirer avec le poids des jumeaux et la panique qui me serrait la poitrine. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quelqu'un m'a piégé. Je travaille dans la finance. Pensez-vous vraiment que je serais assez stupide pour transférer de l'argent volé directement sur un compte à mon nom? C'est justement ça qui rend la chose si perverse, a dit Brenda, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait presque à de la satisfaction. Tu pensais être assez intelligente pour brouiller les pistes. Tu pensais que nous ne le remarquerions jamais, mais je t'ai démasqué. Voleuse, a crié maman, puis sa main a heurté mon visage dans une gifle qui a fait basculer ma tête sur le côté. Des étoiles ont explosé devant mes yeux. Voleuse ingrate et égoïste. Maman, s'il te plaît. J'ai essayé de protéger mon visage, mais elle m'a frappé encore et encore. La force des coups m'a fait crier. Ça suffit, Diane, a dit tante Ruth en se levant. Elle est enceinte, pour l'amour de Dieu. Elle aurait dû penser à ses bébés avant de voler son propre père, a craché maman. J'ai essayé de me lever pour m'éloigner, mais Brenda était soudainement là. Ses doigts se sont enroulés dans mes cheveux, tirant si fort qu'une douleur aiguë a parcouru mon cuir chevelu. Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas avoué et dit où est l'argent. Lâche-moi, ai-je crié, mais elle m'a traîné sur le tapis. Je me suis débattue pour protéger mon ventre, un bras enroulé autour, tout en essayant d'arracher ses doigts de mes cheveux avec mon autre main. Brenda, arrête. Les bébés. Elle m'a tiré vers la porte d'entrée, le visage rouge d'effort et de rage. Case se tenait là, à regarder, sans bouger. Tante Ruth criait quelque chose, je ne pouvais pas l'entendre par-dessus mes propres cris et le bourdonnement dans mes oreilles. Les jumeaux s'agitaient follement à l'intérieur de moi, répondant probablement à ma terreur et à l'adrénaline qui inondait mon système. Brenda a ouvert la porte d'entrée et m'a poussé violemment. J'ai trébuché, perdu l'équilibre et suis tombée. Le béton des marches s'est précipité vers moi, et je les ai heurtés lourdement sur le côté, les bras toujours enroulés de manière protectrice autour de mon ventre. L'impact m'a coupé le souffle. Une douleur aiguë a irradié de ma hanche et de mes côtes. J'ai senti quelque chose de chaud et d'humide entre mes jambes. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas rendu chaque centime, a crié Brenda depuis le seuil. Puis elle a claqué la porte. Je suis restée là, sur le béton froid, saignant et sanglotant, berçant mon ventre de femme enceinte. Les maisons des voisins m'entouraient, leurs fenêtres brillant de lumière chaude, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Les contractions arrivaient plus fort maintenant, régulières et insistantes. Ce n'était plus un faux travail. Mon téléphone était, par miracle, toujours dans la poche de ma veste. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti et j'ai appelé le 911. J'ai besoin d'aide, ai-je réussi à halter. Je suis enceinte de jumeaux et je saigne. Je crois que je suis en train d'accoucher. L'ambulance est arrivée en 10 minutes, bien que cela m'ait semblé des heures.
Les ambulanciers ont été doux en me chargeant sur le brancard, me posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre à travers la douleur et le choc. Alors qu'ils fermaient les portes de l'ambulance, j'ai vu mon père se tenir sur le seuil de la maison, son visage illuminé par la lumière du Porsche. Il a regardé l'ambulance s'éloigner sans bouger. Il est resté là, à regarder, sans rien faire. Cette image allait me hanter pendant des mois. Mon propre père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait consolé lors de mon premier chagrin d'amour, regardant les ambulanciers charger sa fille enceinte dans une ambulance et ne faisant absolument rien pour aider. La trahison de ce moment m'a blessé plus profondément que tout ce qui s'était passé. Les 72 heures suivantes ont été un cauchemar flou. L'hôpital a réussi à arrêter mon travail prématuré, mais j'avais des côtes fêlées, de graves contusions et une légère commotion cérébrale suite à ma chute sur les marches. Les jumeaux montraient des signes de détresse. J'ai passé 3 jours à l'hôpital en observation, recevant des injections de stéroïdes pour aider à développer les poumons des bébés au cas où ils arriveraient plus tôt, pendant que des moniteurs suivaient chaque battement de cœur et chaque contraction. Mon mari, Todd, a pris le premier avion dès qu'il a reçu mon appel en larmes de l'hôpital. Il était furieux, d'une colère calme et contrôlée, d'une certaine manière plus effrayante que des cris. « Je vais les détruire », a-t-il simplement dit, assis à côté de mon lit d'hôpital et me tenant la main. « Tous. »« Je n'ai pas pris l'argent », ai-je murmuré pour la 100e fois. « Je sais que non », a-t-il dit. « Et nous allons le prouver. » Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Brenda a appelé 6 fois, maman 4 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, Todd a décroché quand Brenda a rappelé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix aurait pu geler de l'azote liquide. Je pouvais entendre la voix de Brenda à travers le téléphone, minuscule et indignée. Le visage de Todd s'est assombri en l'écoutant. « Permettez-moi d'être très clair, » a-t-il dit, sa voix dangereusement douce. « Ma femme est à l'hôpital parce que ta sœur psychotique a attaqué une femme enceinte. S'il arrive quoi que ce soit à nos bébés, je veillerai personnellement à ce que Brenda soit poursuivie au pénal pour agression et mise en danger de la vie d'autrui. Et si vous rappelez ce numéro, je demanderai une ordonnance restrictive contre vous tous. » Il a raccroché et a éteint mon téléphone. « Tu n'as pas besoin de leur poison en ce moment. Concentre-toi sur les bébés. » Les jumeaux ont tenu encore un mois. Ils sont arrivés à 36 semaines par une césarienne d'urgence après que j'ai perdu les os de manière inattendue. Olivia est arrivée la première avec 2,35 kg et Jackson a suivi 2 minutes plus tard avec 2,27 kg. Ils étaient minuscules et parfaits, avec des têtes pleines de cheveux noirs et des poumons qui fonctionnaient très bien malgré leur arrivée précoce. En les tenant pour la première fois pendant que Todd pleurait des larmes de joie à mes côtés, j'ai ressenti un amour protecteur féroce qui transcendait tout ce que j'avais jamais connu. Ma famille n'a jamais appelé pour demander si les bébés avaient survécu. Ils n'ont pas demandé si j'avais survécu. Le silence de leur part était assourdissant dans ces premières semaines de maternité. Chaque fois que mon téléphone sonnait, une petite partie de moi espérait que ce soit papa qui appelle pour s'excuser ou même juste pour savoir si ses petits-enfants étaient en vie. Cet espoir mourait un peu plus chaque jour qui passait. Les parents de Todd sont venus de l'Oregon et sont restés 2 semaines, aidant avec les tétées nocturnes, préparant les repas et me répétant sans cesse à quel point ils étaient fiers de moi. Sa mère, Patricia, m'a serré dans ses bras un après-midi alors que je pleurais et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ce n'est pas le sang qui fait une famille. C'est l'amour. Nous sommes ta famille maintenant. Les infirmières de l'unité de néonatologie ont été incroyables pendant le bref séjour des jumeaux en observation. Elles m'ont appris à allaiter 2 bébés, à changer les couches de nourrissons qui semblaient incroyablement fragiles, à déchiffrer leurs différents pleurs. Une infirmière, une femme plus âgée nommée Suzanne, a remarqué les ecchymoses encore visibles sur mon visage et mes bras lors d'une séance d'allaitement. Elle n'a pas posé de questions directes, m'a juste serré l'épaule et a dit « Vous êtes plus forte que ce qui vous est arrivé. Ces bébés ont de la chance de vous avoir pour vous battre pour eux. » Je n'avais pas parlé au personnel de l'hôpital de l'agression au-delà des faits de base nécessaires à mes soins médicaux. Le médecin de garde qui m'avait examiné à mon arrivée avait tout documenté avec un professionnalisme minutieux, les côtes fêlées, la commotion,
les ecchymoses étendues, la sensibilité du cuir chevelu dû à mes cheveux arrachés. Il m'avait demandé si je voulais porter plainte. À l'époque, j'étais trop choquée et concentrée sur la survie des bébés pour penser clairement à la justice. Todd, cependant, avait pris des photos de mes blessures, documentant tout avec des horodatages. Il avait toujours 3 longueurs d'avance. Les premières semaines à la maison ont été à la fois les plus belles et les plus difficiles de ma vie. Les jumeaux avaient initialement des horaires opposés, ce qui signifiait que l'un était toujours réveillé et avait besoin de quelque chose. Je me remettais d'une intervention chirurgicale majeure tout en apprenant à m'occuper de 2 nouveau-nés, fonctionnant avec peut-être 3 heures de sommeil au total par nuit. Mon corps me faisait mal à des endroits que j'ignorais pouvoir faire mal. L'allaitement était atroce au début, et j'ai pleuré à chaque séance pendant la première semaine jusqu'à ce que les choses commencent enfin à s'améliorer. Todd a pris 1 mois de congé paternité et est devenu mon rock. Il changeait les couches, donnait les biberons de lait tiré à minuit, tenait le bébé qui pleurait pendant que j'essayais de dormir, et gérait les interférences avec le monde extérieur. Il a aussi discrètement rassemblé des preuves, passant ses brefs moments de temps libre à monter un dossier contre Brenda et Case qui allait finalement les détruire. Le point de rupture est survenu 3 semaines après la naissance des jumeaux. J'essayais de prendre une douche pour la première fois en 2 jours quand mon téléphone a sonné. Todd l'a apporté à la porte de la salle de bain, le visage sombre. C'est ta mère. Je pense que tu devrais prendre cet appel. Je me suis enroulée dans une serviette et j'ai répondu, l'eau dégoulinant encore de mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Je dois savoir si tu vas rembourser l'argent. La voix de maman était froide et accusatrice, sans aucune trace d'inquiétude ou de remords. La retraite de ton père est ruinée et nous sommes confrontés à un désastre financier à cause de ce que tu as fait. Le moins que tu puisses faire est de restituer les fonds. L'audace de sa demande m'a coupé le souffle. Tu es sérieusement en train d'appeler pour me réclamer de l'argent maintenant? Ne prends pas ce ton avec moi. C'est toi qui nous as volés. Nous avons été patients, attendant que tu fasses ce qu'il faut, mais tu n'as clairement aucune conscience. Ton père pourrait perdre la maison à cause de toi. Quelque chose en moi a complètement craqué. Écoute-moi très attentivement, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Je n'ai pas volé un seul centime du compte de retraite de papa, mais je sais qu'il a fait, et le FBI le saura aussi très bientôt. Quand la vérité éclatera, tu réaliseras que tu as détruit ta relation avec la mauvaise fille. Encore des mensonges, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été manipulatrice, mais là, c'est un nouveau record, même pour toi. Essayer de rejeter la faute quand tu es prise la main dans le sac. As-tu ne serait-ce qu'une seule fois envisagé que tu pouvais avoir tort? Ma voix tremblait de fureur. As-tu jamais pensé à te demander pourquoi j'aurais besoin de voler de l'argent alors que je gagne un salaire à 6 chiffres et que j'ai des économies substantielles? As-tu remis en question pourquoi quelqu'un d'aussi averti financièrement que moi créerait une piste aussi évidente? T'est-il venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, Brenda mentait? Brenda ne ferait jamais une chose pareille. C'est une mère dévouée et une bonne personne. Tu es juste jalouse d'elle parce qu'elle a un mariage heureux et de beaux enfants alors que tu as toujours été froide et obsédée par ta carrière. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. C'était ce que ma mère pensait vraiment de moi. Pas une fille dévouée qui appelait chaque semaine, qui les aidait à déplacer des meubles et à trier leurs finances, qui passait les vacances à essayer de combler le fossé entre Brenda et le reste de la famille. Juste quelqu'un de froid, de jaloux et capable de maltraitance envers les personnes âgées. Ne rappelle plus jamais ce numéro, ai-je dit doucement. Tu n'es plus ma mère. Une mère protège son enfant. Une mère croit en son enfant. Tu n'es qu'une étrangère qui m'a mise au monde. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de mes 2 parents. Puis je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai sangloté jusqu'à ce que Todd me trouve là 20 minutes plus tard, enroulé dans une serviette et tremblante. Il n'a rien dit, m'a juste tenu dans ses bras pendant que je m'effondrais. Cet appel a été le catalyseur dont Todd avait besoin pour aller de l'avant. Au cours des semaines suivantes, il a pris rendez-vous avec la police locale et le bureau local du FBI. L'enquête a nécessité des mois de travail acharné.
Nous avons passé des heures à faire des dépositions, à remettre les preuves que son expert en cybersécurité avait compilées et à expliquer la chronologie aux enquêteurs. Le rapport de l'expert comptable judiciaire était accablant, montrant exactement comment Brenda avait accédé au compte de retraite de papa en utilisant ses identifiants d'accès légitimes, puis avait soigneusement structuré les retraits pour éviter une détection immédiate. Ce qui a rendu l'affaire encore plus solide, c'est l'implication de Case. Les emails récupérés le montraient en train de rechercher comment commettre une usurpation d'identité, d'acheter des numéros de sécurité sociale volés sur le dark web bien qu'il ait finalement utilisé le mien, auquel Brenda avait accès via de vieux documents de famille et de créer des sociétés écrans pour recevoir les fonds transférés. Il planifiait cela depuis plus d'1 an avant de l'exécuter. L'agente du FBI chargée de notre affaire, une femme brillante nommée Michelle Torres, semblait personnellement offensée par ce qui s'était passé. Ces types de crimes financiers familiaux sont particulièrement insidieux, nous a-t-elle dit lors d'un entretien. L'abus financier des personnes âgées est un problème massif, et quand vous ajoutez l'usurpation d'identité et l'agression d'une femme enceinte au mélange, cela relève de plusieurs juridictions fédérales. Nous prenons cela très au sérieux. Je veux que vous compreniez que cette enquête prendra du temps. Nous devons construire un dossier en béton. Elle a également posé une question qui me taraudait. Votre sœur avait-elle une raison de vous cibler spécifiquement, au-delà du besoin d'un bouc émissaire? C'est là que tout s'est mis en place. J'avais été tellement concentrée sur la crise immédiate que je n'avais pas pensé aux motivations plus profondes. Mais assise là, dans le bureau du FBI, nourrissant Olivia pendant que Jackson somnolait dans son siège auto, j'ai réalisé que Brenda m'avait tendu des pièges plus petits pendant des années. Elle est jalouse de moi depuis notre enfance, ai-je dit lentement. J'avais de meilleures notes, j'ai été admise dans une meilleure université, j'ai bâti une meilleure carrière. C'était la favorite en grandissant, la populaire, celle que mes parents choyaient. Mais à l'âge adulte, nos trajectoires ont divergé. Elle a fait des commentaires au fil des ans sur le fait que je me croyais meilleure que tout le monde. Que j'étais une bourreau de travail sans équilibre de vie, que mon succès s'était fait au détriment des relations familiales. Donc, il s'agissait en partie de l'argent, mais aussi de détruire votre réputation et de vous faire descendre de quelques crans aux yeux de vos parents, a dit l'agente Torres en hochant la tête. C'est cohérent avec ce que nous voyons dans les cas de rivalité fraternelle qui dégénèrent en comportement criminel. L'aspect psychologique rendait la chose encore pire. Brenda n'avait pas seulement volé de l'argent et m'avait piégé par désespoir. Elle y avait pris plaisir. Les emails récupérés contenaient des passages où elle se vantait auprès de Case de la satisfaction que ce serait de me voir me tortiller. Comment nos parents me verraient enfin pour ce que j'étais vraiment, comment elle avait hâte de voir ma vie parfaite s'effondrer. Elle avait savouré chaque instant de la planification de ma destruction. Pendant mon séjour à l'hôpital après la césarienne, Todd a apporté son ordinateur portable et m'a montré sur quoi il travaillait. J'ai demandé quelques faveurs à un expert en cybersécurité que je connais par le travail, a-t-il expliqué. Quelqu'un qui se spécialise dans la fraude financière. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a accepté d'examiner l'affaire. L'enquête informatique a révélé ce que je soupçonnais. Quelqu'un avait bien créé des comptes en utilisant mes informations personnelles, mais la piste était bâclée une fois qu'on savait où chercher. Les adresses IP utilisées pour créer les comptes et effectuer les virements remontaient à 2 endroits, le bureau à domicile de Brenda et le lieu de travail de Case. La véritable preuve accablante était une série de mails supprimés sur l'ordinateur personnel de Brenda, récupérés par l'expert de Todd, où elle et Case discutaient du plan en détail. Ils avaient volé l'argent de la retraite de papa. Brenda avait accès à ses comptes car elle l'aidait avec ses finances après son opération. Elle avait systématiquement vidé l'argent sur 6 mois en utilisant mes informations d'identité volées pour créer une fausse piste menant à moi. Le mobile est devenu clair dans l'un des emails récupérés. L'entreprise de Case était en faillite et ils risquaient la banqueroute. Ils avaient désespérément besoin d'argent et ils ont décidé de faire d'une pierre 2 coups en volant la retraite de papa et en me faisant accuser. Ce que j'ai découvert plus tard a rendu la trahison encore pire. Brenda m'avait toujours enviée. En grandissant, j'avais été celle qui réussissait à l'école alors qu'elle avait des difficultés.
J'étais allée dans une université prestigieuse avec des bourses d'études alors qu'elle avait fréquenté un community college. J'ai bâti une carrière réussie dans la finance alors qu'elle était mère au foyer. Selon certains emails entre Brenda et son ami, elle était jalouse de moi depuis des années et savourait l'occasion de détruire ma réputation auprès de la famille. Todd a tout compilé dans un rapport complet avec des preuves informatiques, des emails récupérés, des journaux d'adresse IP et des relevés de transactions. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a envoyé des copies à mes parents et à tante Ruth, accompagnées d'une lettre expliquant exactement ce qui s'était passé et qui était responsable. Il a également envoyé des copies à la police et au FBI. Les crimes financiers de cette ampleur sont des infractions fédérales, surtout lorsqu'ils impliquent des comptes de retraite et une usurpation d'identité. En une semaine, des agents fédéraux nous ont contactés pour des entretiens. En 2 semaines, Brenda et Kay s'étaient arrêtés. Le lendemain de leur arrestation, mon père a appelé. Todd a répondu et a mis le haut-parleur. « Je dois parler à ma fille », a dit papa, la voix tremblante. « Elle nourrit les jumeaux », a répondu Todd froidement. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez nous le dire à tous les deux. » Il y a eu un long silence. Le FBI est venu à la maison. Ils nous ont tout montré, les preuves, les emails, sa voix s'est brisée. Nous avions tort. Tellement tort. J'ai arrêté de bercer Olivia, tout mon corps se raidissant. J'avais rêvé de ce moment. Imaginez ce que ce serait d'être innocenté. Mais en entendant sa voix brisée, je n'ai ressenti qu'un vide. Ta mère veut s'excuser, a-t-il poursuivi. Dites-lui que je m'en fiche, ai-je dit, la voix plate. Dites-lui que ses excuses arrivent trop tard. S'il te plaît, a-t-il dit, pouvons-nous venir te voir? Rencontrer les bébés? Nous voulons arranger les choses. Arranger les choses? Quelque chose de chaud et de brûlant a finalement percé l'engourdissement. Tu as regardé les ambulanciers me charger dans une ambulance. Je saignais, je pleurais. Et tu es resté sur le seuil sans rien faire. Ta fille m'a battue alors que j'étais enceinte et tu ne l'as pas arrêtée. Maman m'a traité de voleuse et m'a giflé plusieurs fois au visage alors que je portais tes petits-enfants. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais que nous t'avons laissé tomber. Mais elle est ma fille aussi. Brenda fait face à des accusations fédérales et l'entreprise de Kay s'est complètement détruite. Les enfants sont dévastés. Et tu penses que ça m'importe? Les mots sont sortis, tranchants comme du verre brisé. Brenda a essayé de détruire ma vie pour couvrir ses propres crimes. Elle a mis mes bébés en danger. Elle m'a agressée. Et tu veux que j'aie de la peine pour elle parce qu'elle fait face aux conséquences? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi être extrêmement clair, l'ai-je interrompu, surprise de la fermeté de ma voix. Je n'ai plus de famille. Sauf Todd et ses bébés. Vous avez fait votre choix quand vous avez cru les mensonges de Brenda sans même me demander ma version des faits. Vous avez fait votre choix quand vous avez laissé maman m'attaquer. Vous avez fait votre choix quand vous êtes resté là à regarder l'ambulance s'éloigner. Ces choix ont aussi des conséquences. Ne fais pas ça, a supplié papa. La famille, c'est tout. Nous pouvons surmonter ça. La famille est censée se protéger mutuellement, ai-je dit. La famille est censée croire les uns en les autres. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas ma famille la nuit où vous avez choisi Brenda plutôt que moi sans une seconde d'hésitation. Les gens que je considérais comme ma famille ont failli tuer mes enfants. Pourquoi est-ce que je vous laisserais un jour les approcher? J'ai raccroché. Maman a essayé d'appeler ensuite. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que j'ai supprimé sans l'écouter. Tante Ruth a appelé et j'ai répondu à celui-là, car elle avait tenté d'intervenir pendant l'agression. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit immédiatement. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû les arrêter. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais tu ne l'as pas fait. Ils ont eu tort et ils le savent maintenant. Ton père est rongé par la culpabilité. Ta mère n'a pas cessé de pleurer depuis des jours. Bien, ai-je dit simplement. Il devrait se sentir coupable. Il devrait pleurer. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de détruire une autre fille.
Brenda risque une peine de prison sérieuse, a dit tante Ruth doucement. Case aussi. Leurs enfants pourraient se retrouver en famille d'accueil si les deux parents sont incarcérés. C'est tragique, ai-je dit, et je le pensais. Ces enfants ne méritent pas ce que leurs parents ont fait. Mais Brenda aurait dû penser à ses enfants avant de commettre plusieurs crimes fédéraux. Ce sont les conséquences de ses actes, pas des miens. Le jour où Brenda et Case ont été arrêtés, j'étais à la maison avec les jumeaux, qui avaient maintenant 6 mois et commençaient à s'asseoir seuls. Mon téléphone a vibré avec un appel de l'agente Torres alors que j'essayais de leur donner à déjeuner à tous les deux en même temps. Nous avons exécuté des mandats d'arrêt ce matin, a-t-elle dit. Les 2 suspects sont en garde à vue. Je voulais que vous l'appreniez de moi avant que ça ne sorte dans les informations. L'enquête a été longue, mais nous avons tout ce qu'il nous faut. Le soulagement était immense, mais aussi un étrange sentiment de vide. La justice était rendue, mais cela n'annulait pas ce qui s'était passé. Cela n'effaçait pas le traumatisme, ne guérissait pas les os brisés, ni ne réparait ma relation brisée avec mes parents. Merci, ai-je réussi à dire, de m'avoir cru. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, a répondu l'agente Torres. Malheureusement, vos parents vont être des dommages collatéraux dans cette affaire. Ils ont aussi été victimes du vol de votre sœur. Mais ils devront aussi vivre avec ce qu'ils vous ont fait. Elle avait raison. Dans les heures qui ont suivi les arrestations, mon téléphone a commencé à sonner. Papa a appelé 17 fois dans les 2 premières heures. Je n'ai pas répondu. Tante Ruth a appelé et a laissé un message vocal que j'ai écouté. Le FBI a arrêté Brenda et Case ce matin. Ton père est dévasté. Les preuves montrent que tu disais la vérité depuis le début. S'il te plaît, appelle-les. Ils ont besoin de te parler. Mais je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Les preuves avaient été là depuis le début. S'ils avaient pris la peine de les chercher, s'ils m'avaient accordé le moindre bénéfice du doute. Au lieu de cela, ils avaient choisi de croire que j'étais un monstre capable de voler son propre père et de mentir à ce sujet tout en étant enceinte de jumeaux. Ce choix a révélé quelque chose de fondamental sur qui ils étaient et comment ils me voyaient. Todd avait un avis différent. Ils ont été manipulés par une grande manipulatrice, a-t-il soutenu un soir alors que nous plions de minuscules vêtements de bébé. Brenda avait accès à leur compte, s'est positionnée comme une fille serviable gérant leurs finances, et leur a présenté des fausses preuves convaincantes. Ils étaient aussi des victimes. Ils m'ont battu, ai-je dit sèchement. Maman m'a frappé au visage plusieurs fois. Brenda m'a tiré par les cheveux et m'a jeté dans des escaliers en béton. Papa est resté là à regarder l'ambulance partir sans même vérifier si j'allais bien. Ce ne sont pas les actions de victimes confuses. Ce sont les actions de gens qui croyaient que je ne valais pas assez pour être gardé. Ils ne pouvaient pas contester cela. Personne ne le pouvait. Les faits étaient ce qu'ils étaient. L'attention des médias a été pire que ce que j'avais prévu. Une famille locale de premier plan déchirée par un complot de vol de retraite, titrait un journal. Une sœur piège une femme enceinte pour maltraitance envers une personne âgée, déclarait un autre. Des journalistes ont appelé mon bureau et se sont présentés à notre maison. Ma patronne, une femme normalement imperturbable nommée Caroline, m'a convoqué dans son bureau un après-midi pour discuter de la situation. Je veux que vous sachiez que tout le monde ici vous croit et vous soutient, a-t-elle dit avec précaution. Mais l'attention des médias crée quelques complications. Les clients posent des questions. Envisageriez-vous de prendre un congé temporaire jusqu'à la fin du procès et que les choses se calment ? Cela ressemblait à une autre trahison, même si je comprenais le raisonnement commercial. Est-ce que vous me renvoyez ? Absolument pas, a dit Caroline fermement. Vous êtes l'une de nos meilleures analystes. Mais je m'inquiète pour vous. Vous gérez des jumeaux nouveau-nés, vous vous remettez d'une agression et d'une opération ? Et maintenant vous faites face à un cirque médiatique. Prendre un peu de temps pourrait être meilleur pour votre santé et votre famille. Elle avait raison. Le stress affectait ma production de lait, et j'avais des crises de panique chaque fois que quelqu'un frappait à la porte de manière inattendue. Todd et moi en avons discuté ce soir-là et avons convenu que je prendrais un congé de 6 mois.
L'entreprise a été assez généreuse pour maintenir mon assurance maladie et même fournir une petite allocation, que j'ai appris plus tard provenir du lobbying personnel de Caroline auprès de la direction. Pendant ces mois à la maison avec les jumeaux, j'ai eu trop de temps pour réfléchir. Je rejouais cette nuit encore et encore, analysant chaque instant, me demandant ce que j'aurais pu dire différemment. La thérapie m'a aidé, mais mon psychologue, le docteur Raymond Moss, a souligné quelque chose de crucial lors d'une séance. Vous cherchez des moyens d'avoir pu empêcher cela, mais la vérité est que vous n'auriez rien pu faire, a-t-il dit. Votre sœur avait déjà décidé de vous piéger. Vos parents avaient déjà démontré qu'ils étaient prêts à croire le pire de vous sans preuve. L'agression se serait produite peu importe ce que vous auriez dit ou comment vous l'auriez dit. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Le plus difficile a été de faire le deuil de la famille que je pensais avoir. J'ai pleuré le père qui m'apprenait à pêcher les matins d'été, ne réalisant pas que cet homme n'avait jamais vraiment existé ou avait été remplacé par quelqu'un d'autre. J'ai pleuré la mère qui pensait mes genoux écorchés, même si cette même femme avait apparemment toujours nourri du ressentiment à mon égard. J'ai même pleuré la sœur que je défendais contre les brutes au collège, celle qui ne m'avait clairement jamais vue que comme une concurrente. La famille de Todd a fait de son mieux pour combler le vide. Ses parents venaient nous voir tous les mois. Sa sœur appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. Et son frère envoyait des colis pleins de vêtements et de jouets pour bébé. C'étaient des gens adorables qui m'avaient accueilli sans réserve. Mais ils ne pouvaient pas remplacer ce que j'avais perdu. Personne ne le pouvait. Les procédures judiciaires ont duré près d'1 an. Brenda et Kay sont tous deux plaidés non coupables au départ, ce qui a mené à un procès. J'ai dû témoigner, racontant chaque détail horrible de cette nuit. Les images de la caméra de sécurité d'un voisin avaient capturé une partie de l'agression, y compris Brenda me traînant par les cheveux et me jetant dans les escaliers. Les images étaient accablantes. Entrer dans cette salle d'audience et voir Brenda assise au banc des accusés, l'air plus petite et plus âgée que dans mon souvenir, a suscité des émotions complexes. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction de la voir face à la justice. Une autre partie était juste triste que les choses en soient arrivées là. Surtout, je ne ressentais que de la détermination à faire en sorte que la vérité soit entendue. Le dossier de l'accusation était méthodique et écrasant. Ils ont guidé le jury à travers chaque transaction, chaque document falsifié, chaque mensonge que Brenda et Case avaient construit. L'expert comptable judiciaire a témoigné pendant 3 heures, expliquant dans les moindres détails le fonctionnement du stratagème. L'agente Torres a témoigné sur les emails récupérés et la piste de preuves numériques. Les dossiers médicaux ont montré l'étendue de mes blessures dues à l'agression, avec des photos qui ont visiblement fait grimacer plusieurs jurés. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai parlé directement au jury et je leur ai tout raconté. Todd avait pris sa journée pour s'occuper des jumeaux avec l'aide de sa mère, me donnant l'espace nécessaire pour me concentrer entièrement sur mon témoignage. La fausse accusation, les coups, le fait d'être traîné par les cheveux à 8 mois de grossesse, les escaliers en béton, le sang, l'inaction de mon père. Je leur ai montré les dossiers de l'hôpital documentant mes côtes fêlées et la détresse des jumeaux. J'ai expliqué ma carrière dans la finance et pourquoi l'accusation n'avait jamais eu de sens logique. Je suis restée calme et factuelle, laissant la vérité parler d'elle-même. Pendant son témoignage, Brenda a tenté de prétendre qu'elle avait agi pour défendre notre père et n'avait pas eu l'intention de me faire du mal, à moi ou au bébé. Son avocat l'a dépeinte comme une mère désespérée essayant de protéger la sécurité financière de sa famille. Le procureur a démoli ce récit avec les emails récupérés, qui montraient une préméditation et une intention claire de me piéger. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Brenda a été reconnue coupable de fraude par virement, d'usurpation d'identité, de vol de fonds de retraite et d'agression ayant causé des lésions corporelles à une femme enceinte. Case a été reconnu coupable de complot et de fraude par virement. Le juge leur a infligé à tous deux des peines substantielles. Brenda a écopé de 12 ans de prison fédérale et Case de 8 ans. Mes parents ont assisté à chaque jour du procès, assis dans la galerie, l'air de plus en plus anéanti à mesure que les preuves s'accumulaient. Je me suis efforcée de ne jamais les regarder. Le jour du prononcé de la sentence, alors que l'huissier emmenait Brenda menottée, elle m'a regardé droit dans les yeux.
J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. Je ne le suis pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je suis satisfaite. L'impact sur la retraite de papa a été significatif. Le FBI avait gelé les comptes où l'argent avait été transféré et a finalement récupéré une partie des fonds volés, mais le processus a pris plus d'1 an. Les frais d'avocat pour leur propre conseil qui les a aidés à naviguer dans le processus de récupération, la valeur temporelle de l'argent perdu pendant le gel, et les pénalités pour retrait anticipé des fonds de retraite restants pour couvrir les dépenses immédiates signifiaient qu'il avait perdu près de 40% de ses économies de retraite. Lui et maman ont dû vendre leur maison et déménager dans un petit appartement. Papa a pris un emploi de consultant à temps partiel pour compléter ce qui restait de ses économies de retraite. Je n'ai pas eu pitié d'eux. Ils avaient fait leur lit quand ils avaient choisi de croire une menteuse plutôt que leur fille innocente. Ils avaient cru les accusations de Brenda sans poser de questions parce que cela correspondait à leurs idées préconçues. Ou peut-être parce qu'ils l'avaient toujours plus aimée, ou peut-être parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas croire que leur enfant prodige pouvait être capable d'un tel mal. Quelle que soit la raison, ils m'avaient manqué de la manière la plus fondamentale possible. 6 mois après la sentence, papa s'est présenté chez moi. Todd a ouvert la porte. Elle ne veut pas te voir, a dit Todd fermement. S'il te plaît, a dit papa. Juste 5 minutes. Je t'en supplie. J'étais dans la chambre des enfants avec les jumeaux, qui étaient maintenant des bébés d'1 an en bonne santé et heureux. J'ai entendu la voix de papa à travers le babyphone et n'ai ressenti qu'une froide indifférence. Mais quelque chose m'a poussé à aller à la porte d'entrée. Il avait vieilli de 10 ans au cours des 18 derniers mois. Ses cheveux étaient devenus complètement gris et il avait perdu du poids. Il ressemblait à un vieil homme. Dis ce que tu es venu dire, lui ai-je dit, me tenant sur le seuil et bloquant sa vue de la maison. Je suis tellement désolé, a-t-il dit, des larmes coulant sur son visage. Chaque jour, je revis cette nuit. Chaque jour, je me revois là, à ne rien faire, pendant que tu étais blessé, pendant que tu avais besoin de moi. J'ai fait le mauvais choix et j'ai tout détruit. J'ai perdu une fille en prison et l'autre à cause de mes propres échecs. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. A-t-il un moyen quelconque, que tu puisses me pardonner? Sa voix s'est complètement brisée. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais tu es ma fille et ces bébés sont mes petits-enfants et j'ai tout manqué. Leur premier sourire, leur premier mot, tout. Vous avez renoncé au droit à ces souvenirs, ai-je dit. Vous avez choisi de croire que j'étais une voleuse et une menteuse. Vous êtes resté là pendant que maman me battait et que Brenda me jetait dans les escaliers. Vous avez regardé l'ambulance m'emmener et vous n'avez rien fait. Vous m'avez montré quel genre d'homme vous êtes vraiment. Je sais, a-t-il sangloté. Je sais et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'être meilleur. D'être le père que j'aurais dû être. Le père que vous auriez dû être m'aurait protégé, ai-je dit. Le père que vous auriez dû être aurait posé des questions. Le père que vous auriez dû être aurait cru en moi. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes l'homme qui est resté sur le seuil et n'a rien fait pendant que sa fille enceinte saignait sur le béton. Je ferai n'importe quoi, a-t-il plaidé. N'importe quoi pour arranger ça. Il n'y a rien que vous puissiez faire, ai-je dit simplement. Les dégâts sont permanents. Mes enfants grandiront sans grands-parents parce que leurs grands-parents n'aimaient pas assez leur mère pour lui accorder le bénéfice du doute. C'est votre héritage. C'est ce que vous avez choisi. J'ai fermé la porte alors qu'il était toujours là, en pleurs. Maman n'est jamais venue. Tante Ruth m'a dit plus tard que la culpabilité de maman s'était manifestée par une grave dépression et qu'elle ne pouvait pas se résoudre à m'affronter. Une partie de moi se demandait si elle attendait que je fasse le premier pas pour lui faciliter la tâche. Je ne l'ai jamais fait. Brenda envoie parfois des lettres de prison. Elles arrivent tous les quelques mois, de longues divagations sur à quel point elle est désolée et comment la prison a changé sa perspective. Elle parle de trouver Dieu et de comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait. Elle pose des questions sur les jumeaux et supplie pour des photos. Je brûle les lettres sans lire au-delà du premier paragraphe. La vérité, c'est que ma vie est meilleure sans eux.
Todd et moi avons construit quelque chose de solide et de réel. Les jumeaux s'épanouissent, entourés de l'amour de la famille de Todd et des amis que nous avons choisis. Nous célébrons les fêtes avec des gens qui se soucient vraiment de nous, qui ne rêveraient jamais de nous faire du mal comme ma famille biologique l'a fait. Parfois, les gens me demandent si je finirai par leur pardonner. Ils parlent de guérison et d'aller de l'avant, de l'importance de la famille. Ils ne comprennent pas que le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit. Ce n'est pas un cadeau que vous êtes obligé de donner simplement parce que quelqu'un réalise enfin qu'il avait tort. Le pardon doit se mériter, et certaines trahisons sont trop fondamentales pour être jamais vraiment réparées. Mes parents avaient un choix ce soir d'octobre. Ils auraient pu poser des questions. Ils auraient pu enquêter avant de porter un jugement. Ils auraient pu me protéger même en enquêtant sur les accusations. Ils auraient pu empêcher Brenda de m'attaquer. Ils auraient pu appeler l'ambulance eux-mêmes. Ils auraient pu venir à l'hôpital. Ils n'ont choisi aucune de ces choses. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas l'amour. C'est une acceptation conditionnelle qui s'est évaporée au moment où les choses se sont compliquées. Le mois dernier, tante Ruth a appelé pour me dire que papa avait eu une crise cardiaque. Il a survécu, mais c'était grave. Elle a suggéré que je pourrais vouloir lui rendre visite à l'hôpital. Que la vie est courte et que je pourrais regretter de ne pas avoir fait la paix. Je n'ai aucun regret, lui ai-je dit. Mon seul regret serait d'exposer mes enfants à des gens qui pourraient se retourner contre eux comme sa famille s'est retournée contre moi. Je protège mes enfants de l'apprentissage de cette leçon à la dure. C'est ton père, a-t-elle dit. La biologie ne fait pas de quelqu'un un père, ai-je répondu. L'amour, la loyauté et la protection font de quelqu'un un père. Il a échoué sur tous les points. Les jumeaux ont 2 ans maintenant. Olivia est intrépide et bruyante, toujours en train de grimper et d'explorer. Jackson est plus calme, plus réfléchi, mais avec une touche de malice qui nous surprend. Ils apprennent à parler en phrases complètes et posent 1 million de questions sur tout. Ils n'ont aucune idée qu'ils ont des grands-parents et une tante qu'ils n'ont jamais rencontrés. Un jour, nous devrons leur expliquer, mais pour l'instant, ils sont béatement innocents de la laideur qui a précédé leur existence. Parfois, je rêve de cette nuit. Dans mes rêves, je tombe dans ces escaliers encore et encore. Je sens le béton se précipiter vers moi. Je sens le sang chaud. Je ressens la terreur de pouvoir perdre mes bébés. Je me réveille en haletant, et Todd me serre dans ses bras jusqu'à ce que la panique s'estompe. Mais ces rêves deviennent moins fréquents. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il les rend plus supportables. Le tissu cicatriciel est solide maintenant, protecteur. Je ne pleure plus à ce sujet. Je ne me demande plus ce que j'aurais pu faire différemment. Je connais la vérité. Je n'ai rien fait de mal, sauf faire confiance aux mauvaises personnes. Ma vie est pleine d'amour et de lumière maintenant. Todd et moi prévoyons d'acheter une plus grande maison l'année prochaine, une avec un jardin où les jumeaux pourront jouer. Nous parlons de peut-être avoir un autre bébé dans quelques années. Nous avons des amis qui sont là quand nous en avons besoin et qui célèbrent nos victoires avec une joie sincère. Nous avons l'un l'autre. Je n'ai pas besoin de la famille qui m'a brisée. J'ai la famille que j'ai construite à la place. Et c'est assez. Plus qu'assez. C'est tout.